Du coup, pour commencer, je voulais vous présenter donc l'ensemble de l'équipe qui a participé à la construction de ce webinaire et à la présentation aujourd'hui. Parmi cette équipe, donc il y a Diane Chavassieux, Delphine Boutet, Régis Elias, Martine Lassus et moi-même, Pauline David. Donc nous travaillons tous à Arvalis. Et il y a également Mathieu Marguerie, donc d'Agribio 04. Tout d'abord, nous allons avoir donc Mathieu Marguerie d'Agribio 04 qui va vous présenter les projets du PEI sur la gestion des couverts végétaux sans herbicides en région PACA. Donc ce projet-là, on trouvait ça intéressant de vous le présenter. Comme vous pouvez le voir, donc c'est assez régionalisé puisque c'est en PACA, donc en conditions méditerranéennes, donc des conditions limitantes. Mais on trouvait ça intéressant puisque avec le changement climatique notamment, c'est des conditions aujourd'hui qu'on peut retrouver dans d'autres secteurs géographiques en France. Également, donc pendant cette présentation, on va parler donc de l'intérêt des couverts, notamment est-ce que au niveau de la fertilisation azotée, en phosphore ou encore en potassium, qu'est-ce que ça peut apporter, et également sur la gestion des adventices. Donc Mathieu vous présentera tout ça. Il y aura ensuite donc un temps de questions-réponses de 15 minutes pendant lesquelles on pourra donc répondre à l'ensemble de vos questions que vous nous aurez posées dans le chat. Ensuite, donc, il y a Régis Elias d'Arvalis qui vous parlera d'une thématique assez complexe en agriculture biologique puisqu'il s'agit des couverts permanents. Donc, il vous rappellera le principe de base de l'introduction de ces couverts en système biologique, comment on peut les mettre en pratique, en œuvre aujourd'hui et les différentes pistes de recherche sur lesquelles on travaille pour permettre que ça soit possible. Et il vous parlera ensuite, il vous donnera diverses informations, notamment sur l'ensemble des projets dont on a connaissance aujourd'hui qui traitent cette question-là au niveau national. Et il y aura ensuite donc de nouveau un temps de questions-réponses d'une quinzaine de minutes où on pourra donc, nos présentateurs pourront répondre à vos questions. Donc je laisse la parole à Mathieu Marguerie qui va donc vous présenter en première partie les résultats donc, du projet sur la gestion des couverts végétaux. À toi Mathieu. Merci Pauline, bonjour à tous. Donc je vais vous présenter donc je me représente, Mathieu Marguerie, je travaille à Agribio 04. Donc le 04, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les Alpes de Haute-Provence, c'est au-dessus des Bouches-du-Rhône en fait, avec un climat, un contexte assez provençal que je vais vous décrire. Et donc Agribio 04, c'est le groupement des agriculteurs biologiques des Alpes de Haute-Provence. Et moi, j'ai des missions sur les grandes cultures bio qui sont régionales à l'échelle de la région PACA. Les présentations étant faites, je vais vous parler ce matin d'un programme qui s'appelle PEI. Donc PEI, c'est pour Partenariat européen d'innovation. C'est des projets financés par l'Europe, qui s'appelle Gestion des couverts végétaux sans herbicides en conditions méditerranéennes. Donc tout est dans le titre ou presque, mais en gros, ce que je vais vous présenter ce matin, ce sont les stratégies de choix de couverts végétaux dans des conditions climatiques limitantes que je vais vous décrire dans la foulée. Quels services on peut attendre de ces couverts végétaux en termes de fertilisation, de gestion des mauvaises herbes ou d'érosion aussi, qui sont des enjeux importants. Et puis, comment on gère ces couverts végétaux dans les rotations. Donc, c'est des références, vous êtes d'un petit peu partout en France. On est sur un contexte très Provence, très local. Donc, je vais vraiment vous présenter le climat et le contexte pour que vous baigniez un peu dedans en amont de la présentation. Ça ne sera pas forcément votre contexte en fait local ou de production, mais c'est des données qui peuvent être intéressantes dans des contextes de changement climatique où finalement on voit que le changement climatique progresse un petit peu partout en France, donc des climats auxquels de nombreuses régions risquent malheureusement d'être confrontées dans les années qui viennent. D'abord un petit rappel, mais sur les effets attendus des couverts végétaux, ils sont multiples et ils peuvent être différents aussi en fonction de chacun, en fonction de chaque agriculteur. On a évidemment des objectifs d'activation de la vie du sol, de fertilité des sols, voire même de fertilisation des cultures ou d'empêcher la lixiviation des nitrates. On a aussi des objectifs de lutte contre l'érosion des sols, de gestion des adventices, voire même de protection des cultures. Tous ces objectifs, évidemment, c'est chaque producteur qui hiérarchise ses objectifs en fonction de son contexte, de son climat, etc. Donc, on ne va pas évidemment parler de tous ces services ce matin, parce qu'il y en a qu'on n'a pas quantifiés, il y en a qui sont aussi difficilement quantifiables, mais on va aborder ces services ou toucher du doigt d'autres services.
Donc 2 mots sur le projet sur lequel je vais parler ce matin. C'est un projet donc, qui rassemble tous les partenaires que vous voyez ici, là, dans lequel on a évalué donc les services et les capacités de développement de couverts végétaux annuels en conditions méditerranéennes, donc avec un fort stress hydrique pendant les périodes de développement des couverts végétaux. On rediscutera d'ailleurs de la pertinence de réfléchir avec des couverts annuels dans des climats qui vont être climatiquement très contraints. On a ensuite des essais plutôt en ce que j'ai appelé des essais un peu risqués, hein, qui sont faits plutôt dans des lycées agricoles, avec des modes d'insertion ou de régulation des couverts végétaux dans les cultures. Et puis après, comme on a des agriculteurs bio régionalement qui sont assez aventureux, comme un peu partout en France d'ailleurs, et c'est formidable, on a aussi plein de producteurs qui essayent aussi des types d'insertion de couverts végétaux dans les rotations. Et puis évidemment, il y a un gros volet machiniste qu'on ne va pas aborder ce matin, mais qui est comment on va les gérer, ces couverts végétaux en bio, et si possible, en tout cas c'est le souhait d'une partie des producteurs, en limitant le travail du sol et en limitant le labour. Donc ça pose énormément de questions en termes de machinisme et d'adaptation du machinisme. Alors un petit mot du contexte agronomique dans lequel je vais vous plonger ce matin. Les systèmes céréaliers bio en Provence, donc on est sur des sols avec des dominances argilo-calcaires, des pH généralement supérieurs à 7,5-8. Il faut savoir qu'on est sur des potentiels de rendement qui sont limités, hein. Alors, soit par le type de sol, enfin on a une très grande variabilité de type de sol, mais ça comme un peu partout, hein, des sols profonds, des sols plus superficieux, plus ou moins caillouteux, soit par le climat aussi, hein, les potentiels de rendement en blé tendre sont autour de 35-45 quintaux en bio, hein, en irrigué, 25-30 quintaux sans irrigation. Sachant que l'irrigation, vous allez le comprendre assez rapidement, mais évidemment très structurante de l'agriculture en Provence, on a quasiment dans les systèmes céréaliers pas la même agriculture, qu'on soit irrigué ou qu'on ne soit pas irrigué. Les rotations types, alors sans irrigation, on a plutôt des rotations avec un fourrage en tête d'assolement, un sainfoin, une luzerne, 2 céréales à paille qui se succèdent, des possibilités très contraintes et très réduites de faire des cultures de printemps. Donc on est plutôt sur des cultures de fin d'hiver, type pois chiche, que vraiment des cultures de printemps. Et puis après, une fois qu'on a fait le pois chiche, généralement on remet une céréale. Alors ça peut être un blé, ça peut être un orge, ça peut être un petit épeautre, et hop, on reboucle sur la rotation du début. Et puis avec irrigation, on est dans des rotations. Alors il peut y avoir de la luzerne hein, aussi dedans, mais on est sinon dans des rotations un petit peu plus classiques d'alternance de cultures d'hiver et de cultures de printemps. Au niveau climatique, alors ce qu'on voit en Provence, les grandes tendances, il y a 3 grandes tendances. Une diminution assez importante des pluies d'été et de fin d'été, c'est-à-dire que fréquentiellement, les mois d'août et septembre deviennent des mois très secs. Vous avez l'illustration sur le graphique dans la partie inférieure de la diapositive, où vous avez en jaune la pluviométrie fréquentielle sur les 20 dernières années, 2001-2019, et les couleurs d'avant, c'est les doubles décades des années d'avant, donc depuis les années 70. Donc on voit que les mois d'août et de septembre sont de plus en plus secs, ce qui évidemment pose des problèmes pour l'implantation des couverts végétaux, puisqu'on est beaucoup sur des implantations de couverts végétaux à cette période-là, ou pour des semis de colza, etc. C'est aussi assez compliqué. Et puis, autre phénomène, c'est une augmentation fréquentielle des pluies d'automne aussi. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus ce qu'on appelle, nous, localement, des épisodes méditerranéens avec énormément de pluie en quelques mois, ce qu'on n'a pas, Dieu merci pour le moment cette année, mais ce qu'on a eu l'an dernier, par exemple, avec 500 mm de pluie en 2 mois, entre mi-octobre et mi-décembre, et plusieurs journées à plus de 100 mm de pluie. Donc des phénomènes vraiment violents et qui, avec le réchauffement climatique, vont s'intensifier. On est dans la traduction de nos 2 degrés, 2,5 degrés de réchauffement climatique, donc phénomènes sur lesquels il va évidemment falloir préparer nos systèmes agronomiques. Et puis, alors c'est une tendance un petit peu moins marquée, mais une diminution des pluies entre janvier et avril, c'est-à-dire qu'on a tellement eu de pluie avant qu'on a un peu moins de pluie entre janvier et avril, ce qui là aussi, alors c'est moins net hein, en tendance, hein, mais ce qui va aussi poser des problèmes pour les couverts végétaux qui sont implantés en août et détruits au printemps, parce qu'on a une pousse qui va être limitée, qui peut être limitée à cette période-là.
Ce qui fait que sur les 3 années du programme que je vais vous présenter, on a des croissances de couverts végétaux très différentes selon les années. Donc ce que je vais vous montrer, c'est à chaque fois des couverts végétaux semés fin août, début septembre, et détruits au printemps. On est très peu en Provence dans des couverts végétaux entre des couverts végétaux 100% d'été, parce que les conditions s'y prêtent pas. Il fait trop chaud et souvent on n'a pas du tout assez d'humidité et de pluie pour avoir ces stratégies-là. Et donc on a, alors pas tout eu comme climat, mais on a eu 2017 où on a semé des couverts végétaux dans des périodes de très très forte sécheresse, c'est-à-dire qu'en gros on n'a pas eu de pluie de fin novembre, de fin mai à fin novembre, donc évidemment une sécheresse très très forte. Et puis après un printemps, une fin d'hiver chaude et humide, donc ce qui a favorisé la reprise de végétation des couverts post-hiver. Donc il faut la croissance des couverts végétaux, évidemment en fonction des sécheresses qu'on va pouvoir avoir à l'automne en Provence, la croissance des couverts végétaux peut aussi beaucoup se faire en sortie d'hiver. 2018, on est un petit peu dans le même contexte avec un mois de septembre en fait quand même très sec et ensuite beaucoup d'humidité, mais le fait que le mois de septembre soit sec va fortement pénaliser aussi la croissance des couverts. Et 2019, alors là c'est l'inverse, on a un automne, une fin d'été très pluvieuse et plutôt chaude. Donc vraiment c'est ce contexte-là, ce qui fait que les stratégies pour réussir les couverts végétaux en Provence, c'est donc couvert d'été entre deux pailles, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est très hasardeux, ça va marcher une année sur 10, et que les couverts annuels, donc les couverts qui se sèment en fin d'été et qui se détruisent au printemps, vous allez le voir que l'irrigation, c'est vraiment un moyen de sécuriser la réussite de ces couverts. Les enseignements qu'on a un petit peu, avec tous les retours qu'on a en bio, en conservation des sols, c'est voilà, d'être opportuniste dans les dates de semis, de guetter les pluies, en fait d'être prêt pour semer quand les conditions deviennent favorables. On va parler aussi des mélanges d'espèces. Est-ce que dans ces conditions limitantes, les mélanges d'espèces sont des atouts? Et puis on parlera aussi d'association entre des cultures et des couverts. Et puis, mais ça Régis en parlera bien mieux que moi après, la piste qui est encore en chantier des couverts semi-permanents. Quelques rappels quand même sur le choix des couverts. 3 grandes familles pour choisir nos couverts végétaux. Des graminées. Alors, chaque famille a ses avantages et ses inconvénients, d'où encore une fois l'intérêt des mélanges. Mais l'intérêt des graminées, ça va vraiment être, je dirais, 3 choses. La qualité structurante du sol avec des systèmes de racines superficielles qui vont bien nous structurer le sol en superficie. Une production de biomasse, on assure souvent un minimum de production de biomasse avec les graminées, et puis une couverture des sols assez rapide. On a des crucifères. Le gros avantage des crucifères, c'est que c'est des implantations rapides ou très rapides, parce qu'on passe par un stade rosette, ça va être très vite couvrant, donc dans des stratégies de gagner la course avec les adventices, les crucifères vont avoir des atouts importants. Par contre, attention, parce que les crucifères, c'est des pièges à nitrate. Donc, s'il n'y a pas de nitrate ou pas beaucoup de nitrate à piéger, ce qui peut être le cas en système bio, puisqu'on est souvent limitant du point de vue de l'azote, on peut avoir des déceptions vis-à-vis de la taille des radis ou des moutardes au final. Et puis, évidemment, les légumineuses, qui va être une des familles un peu rois pour nos couverts végétaux. Justement, pour ces questions en bio de système limitant en azote, on va chercher à ramener de l'azote avec les légumineuses. Attention aux légumineuses, par contre, elles ont une implantation lente, donc c'est souvent intéressant de les associer avec d'autres familles. Alors, quelques photos quand même. Vous avez à gauche une photo donc là on est dans les crucifères, d'une moutarde d'Abyssinie, qui par rapport à une moutarde plus classique que vous pouvez connaître, a l'avantage d'abord d'avoir une forte production de biomasse et de longtemps rester au stade rosette, c'est-à-dire qu'on va éviter, avec cette moutarde, les montées à graines, qui évidemment peuvent être problématiques en bio, et donc on va vraiment limiter les montées à graines avec cette moutarde, et les montées à graines peuvent être d'autant plus, les risques sont d'autant plus importants dans des systèmes avec des conditions climatiques stressantes. Et puis à droite, vous avez 2 types de radis, donc radis fourragé iris, radis chinois structurator. Donc celui de gauche, c'est le fourragé iris, celui de droite, c'est le structurator, qui lui va être beaucoup plus pivotant et perforant en profondeur, et qui en termes de biomasse aérienne fera
dans les essais qu'on a vus en tout cas, au moins aussi bien que le radis fourragé iris. Et puis des légumineuses, 3 photos de légumineuses. Alors l'ERS, donc c'est 3 vesses, hein, on est dans la famille des vesses ici. L'ERS, c'est une vesse endémique de Provence, très adaptée au sol calcaire, au sol séchant, qui va jamais faire des potentiels de biomasse à tomber de la chaise, mais qui va assurer dans à peu près beaucoup de conditions, y compris des conditions limitantes, un minimum de biomasse, donc ça a cet intérêt-là. Au milieu, vous avez la vesse Barbicose, qui est une vesse grise d'hiver, qui ne va pas être gélive, ce qui va, on va le voir, être intéressant, notamment dans des cas de semis de couverts tardifs, comme parfois ça nous est imposé par les conditions climatiques. Et puis, vous avez la veste Mariana à droite, qui, elle, va être gélive, qui est une veste de printemps, et donc qui va faire plutôt l'essentiel de sa biomasse avant l'entrée d'hiver. Ce qu'on a regardé dans nos essais de couverts végétaux, c'était justement, on a fait des essais de couverts annuels, des plateformes de couverts, où les mêmes couverts ont été irrigués, non irrigués. Le pilotage de l'irrigation s'est fait en fonction des niveaux de stress hydrique, qui vont être évidemment, sur 3 années d'expérimentation, comme je vous l'ai présenté au début, assez variables. Ces données nous permettent soit de voir l'intérêt d'irriguer un couvert, est-ce qu'on gagne quelque chose à irriguer un couvert, et surtout de le quantifier, c'est très important de le quantifier, ou par effet inverse, de voir les couverts qui s'en sortent le mieux en conditions climatiques stressantes, c'est-à-dire sans irrigation. Donc c'est des données assez intéressantes. Vous voyez déjà de manière globale qu'il y a évidemment, ça on pouvait s'en douter, un intérêt à irriguer les couverts végétaux. On gagne en moyenne 60% de biomasse, ça monte jusqu'à 100-116% en cas d'automne très sec. Et puis, par contre, vous voyez que le gain de biomasse dû à l'irrigation va être différent selon les couverts végétaux. Ce qu'on peut traduire sur ce graphique ici, où vous avez la biomasse des couverts avec irrigation en fonction de la biomasse des couverts sans irrigation. Donc comment on lit ce graphique? Globalement, donc un point c'est un couvert, c'est des moyennes pluriannuelles, plus vos couverts sont vers la droite, plus ils sont capables de faire de la biomasse sans irrigation, donc en conditions climatiques stressantes d'un point de vue hydrique, et plus vos couverts végétaux sont vers le haut, plus ils sont capables de faire de biomasse avec de l'irrigation, plus ils vont bien valoriser l'irrigation. On voit plusieurs groupes de couverts. Vous avez ici en haut à droite des couverts qui sont performants avec et sans irrigation, donc des couverts qui vont bien s'en sortir en situation de stress hydrique, notamment des situations de stress hydrique à l'automne, hein, c'est l'essentiel de ce qu'on a eu. Donc vous avez la veste Barbicose, on la retrouve, vous avez le seigle, vous avez le radis chinois. Alors je remets un bémol sur le radis chinois, hein, sa croissance dépend aussi des niveaux d'azote qu'on va avoir dans le sol et de la minéralisation du sol, mais la minéralisation du sol va être aussi liée, enfin le fait d'irriguer va aussi activer la minéralisation du sol, hein, c'est un tout. Et ce qui est intéressant de voir, c'est par exemple comment se comportent les vestes. Vous avez la veste Barbicose qui, elle, est, on va dire, assez résistante au stress hydrique, ce qui va être moins le cas de cette veste-là au milieu, qui est la veste Mariana ou la veste pourpre, qui sont des vestes qui sont un peu moins résistantes au stress hydrique, ou l'ERS, qui est une veste aussi non gélive, comme la veste Barbicose, mais qui va être, qui va être un peu plus sensible au stress hydrique. On a au milieu un groupe de couverts qui sont tolérants à l'absence d'irrigation, donc on est sur des potentiels de biomasse moyens, mais ça assure toujours un minimum. Donc là, vous avez aussi des mélanges, hein, on va y revenir dessus après. Et puis vous avez ici, en bleu, là, des couverts végétaux qui, comme donc les févroles, la veste pourpre, le radis fourragé, qui se comporte assez différemment du coup du radis chinois de ce point de vue-là, la févrole Irena, qui sont des couverts qui sont adaptés avec une conduite avec irrigation, mais qui sont très peu performants lorsqu'on est en situation de stress hydrique. Bon, pour les févroles, la biomasse d'une févrole est beaucoup reliée à la levée de la févrole, hein, parce que c'est des pores dressés, donc on le comprend. Et puis enfin, vous avez complètement en bas à gauche des couverts qui sont peu adaptés en conditions méditerranéennes. Ça va être des trèfles violets. Ça, c'est un mélange de trèfles. Bon, voilà, c'est des couverts qu'on a du mal à installer dans nos conditions parce que les trèfles ont très peu de réserve hydrique, donc sont des petites graines, donc dans des situations limitantes de ce point de vue-là, où le lit de semence peut être asséché, ça peut être problématique. Donc au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? C'est que en termes de stratégie, hein, parce qu'on a vu la génétique, mais il y a aussi des stratégies agronomiques, sans irrigation, il est souvent préférable de décaler la date de semis.
c'est-à-dire de ne pas semer mi-août ou vers le 20 août, mais plutôt mi-septembre, voire fin septembre si on n'a pas le choix. Évidemment, hein, d'un point de vue théorique, plus on sème tôt avant l'abaissement des températures en hiver, mieux ce sera pour la biomasse du couvert végétal. Mais on prend le risque aussi, si on sème tôt et qu'il n'y a pas de grosses pluies d'annoncer ou qu'il y a simplement des toutes petites pluies, que la graine ou la plantule germe et après n'ait pas assez de réserve et crève sur pied. On a le cas hein, de plus en plus fréquemment avec des moutardes. Et donc du coup, sans irrigation, donc en situation d'automne sec, il est préférable de choisir des couverts non gélifiés parce qu'ils vont être capables de pousser un peu plus longtemps quand le froid arrive, enfin de continuer à pousser quand le froid arrive, et après d'avoir du coup une reprise de biomasse aussi plus facile au printemps. Une autre question qu'on peut se poser, c'est de savoir est-ce que les mélanges sont plus performants que les couverts en pur. Alors je vous ai dit précédemment tout l'intérêt des mélanges, hein. On va mixer des familles, des espèces qui vont avoir des comportements complémentaires. Et donc, on peut arriver et espérer avoir des performances, notamment en termes de biomasse supérieures aux espèces en pur. C'est vrai, mais il faut mettre un petit bémol à ça. Ça va beaucoup dépendre de la qualité de votre mélange. C'est-à-dire que vous pouvez prendre, il faut faire attention quand vous constituez un mélange, c'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre le risque de mélanger une espèce très performante qui va très bien marcher chez vous avec une espèce qui va moins bien marcher. Sinon, vous allez diluer la performance globale de ce mélange. C'est ce que ce graphique-là illustre, c'est-à-dire qu'on a des espèces en pur, et quand on les met en mélange avec une autre espèce, la biomasse du mélange est moins importante que la biomasse d'une des deux espèces en pur. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de mélange, mais ça veut dire qu'il faut bien constituer son mélange, et en gros prendre les espèces qui sont performantes en pur pour constituer votre mélange, ou favoriser les densités de semis des espèces les plus performantes dans votre système en pur. Donc, surdensifier un peu ces espèces-là. Après, évidemment, il faut faire aussi attention aux profondeurs de semis, parce qu'on mélange souvent des graines qui, parfois, peuvent avoir des profondeurs de semis différentes. Donc, il faut trouver l'optimum, trouver des complémentarités de port, c'est-à-dire, par exemple, une févrole qui va être peu couvrante, la mélanger avec une espèce ou un autre couvert plus couvrant, comme une veste, par exemple. Évidemment, en bio, on va avoir une proportion de légumineuses importante, c'est ce qu'on va viser, hein, plus de 50% de légumineuses. Et puis, on peut avoir aussi très bien des stratégies, c'est ce qu'on font un certain nombre de producteurs, de mélange d'espèces gélives, des légumineuses, des crucifères, avec des espèces non gélives, qui peuvent être des graminées, des légumineuses, ce qui va être intéressant, puisqu'on va assurer souvent une partie des espèces gélives à une croissance un peu plus rapide, donc va assurer la couverture du sol au début, et puis les espèces non gélives vont être ensuite capables de prendre le relais. Ça, c'est une très bonne stratégie, mais si on arrive encore une fois, à semer tôt, c'est-à-dire plutôt début septembre. Parce qu'en Provence, on a quand même, notamment dans toute la partie de la Haute-Provence, des gels ou des froids qui peuvent être importants. Alors, ce qu'on regarde aussi, évidemment, c'est ce dont on a parlé un petit peu au début, ce sont les services apportés par les couverts végétaux. Évidemment, on pense à l'azote, puisque les systèmes bio sont souvent limitants d'azote, mais on peut penser aussi au phosphore, hein. On sait qu'il y a des problématiques sur des systèmes bio sur le phosphore à long terme, notamment dans les systèmes sans élevage. Et donc, en quoi les couverts végétaux peuvent apporter une des réponses possibles. J'insiste sur une des réponses possibles, puisque évidemment, tout ça est complémentaire d'une fertilisation organique, hein, d'une fertilisation organique qu'on va positionner au bon moment, à un moment avec un objectif très précis. Donc, ce qu'on a regardé, donc à gauche, vous avez un tableau sur la concentration en azote de tout un tas de couverts végétaux qu'on a testés. Donc, c'est des grammes par kilogramme. Si vous voulez des pourcentages, vous décalez la virgule vers la gauche. Si je mets à part les mélanges et tout ce qui n'est pas légumineuse, vous voyez que toutes les légumineuses, les févroles, l'herse, les vesses, les trèfles, ont à peu près la même concentration en azote. On est entre 3 et 3,5% d'azote. Il n'y a pas de légumineuse qui aurait une concentration en azote significativement plus importante que les autres. Ce qui fait que si vous voulez amener par les couverts végétaux de l'azote à votre système, il va falloir avoir des couverts végétaux qui produisent de la biomasse. C'est le graphique de droite que vous avez, c'est-à-dire que vous avez une très bonne corrélation entre l'azote stocké dans les parties aériennes des couverts végétaux et puis la biomasse produite.
Donc, il faut vraiment privilégier des couverts qui font de la biomasse. L'essentiel des services apportés par les couverts sont corrélés à la biomasse. Et donc, on a regardé évidemment, est-ce que en situation de stress hydrique, ou est-ce que quand j'ai l'irrigation, quelle est la différence? On a quantifié ça en termes d'unités d'azote stockées dans la partie aérienne des couverts végétaux. Alors, sans rentrer dans le détail du graphique, vous voyez qu'en moyenne, on a un de ces intérêts-là aussi de l'irrigation, c'est qu'on apporte 30 unités d'azote en plus du fait de l'irrigation. C'est évidemment très variable selon les couverts. Et on a la même chose sur le phosphore, on est à 3 unités en plus, et aussi la même chose sur le potassium, on est à peu près à 20 unités en plus. Donc, l'intérêt d'irriguer les couverts en situation climatique très stressante, c'est de faire de la biomasse, mais c'est aussi d'apporter plus de services du fait de justement de l'irrigation de ces couverts, notamment en termes de fertilisation. Et alors, vous allez pouvoir peut-être me dire à juste titre, OK, on voit bien l'intérêt d'arroser ces couverts, mais est-ce que c'est rentable économiquement? Puisque évidemment, l'irrigation, ça a un coût. Donc, j'ai fait un petit calcul de coin de table, alors sur lequel je mets déjà un petit bémol, c'est-à-dire que c'est toujours un exercice délicat d'évaluer l'impact des couverts végétaux et d'évaluer l'impact économique des couverts végétaux, parce qu'on est, on l'a vu, hein, on est dans une multiplicité de services pour les couverts végétaux, et notamment des services qui sont difficilement quantifiables. Quantifier l'érosion économiquement, c'est pas un exercice évident, ou c'est des choses qui sont très à long terme, la vie du sol, tout ça, c'est voilà. Donc c'est pas évident c'est un exercice un peu bancal hein, de quantifier l'impact économique des couverts végétaux, mais ça vaut quand même le coup, là, spécifiquement pour l'irrigation, de voir déjà si ça vaut le coup ou pas dans des situations climatiques, hydriques stressantes. Donc, j'ai considéré que les apports d'azote de chaque couvert végétaux, j'ai mis à peu près 3,50 € l'unité d'azote, ce qui est à peu près le prix des engrais organiques bio, en incluant ensuite le coût de l'irrigation, évidemment. Là, on est à 12 centimes d'euros du mètre cube sur des tarifs régionaux. Et ce que vous voyez sur le graphique du bas, c'est que l'irrigation, donc vous avez 2017 et 2018, 2 années, sachant que 2017, il y a quand même eu 4 arrosages sur les couverts qui ont été arrosés, ce qui est beaucoup, hein. Alors on l'a poussé d'un point de vue expérimental, et 2018, 2 arrosages. Vous voyez que c'est rentable, finalement, d'arroser nos couverts végétaux, si on s'en tient à la question de l'unité d'azote apportée. C'est rentable, d'autant plus que les couverts végétaux sont des couverts à biomasse importante, et d'autant plus que, finalement, l'année est sèche. Donc on a eu un intérêt ici à arroser des couverts végétaux. En fait, le propos, c'est de dire, quand on met en place des couverts végétaux dans des conditions limitantes, d'un point de vue hydrique, après, si on a l'irrigation, parce que c'est évidemment pas le cas de toutes les exploitations en Provence, c'est pas absurde, et d'un point de vue agronomique et d'un point de vue économique, d'être dans une stratégie de dire je vais accompagner mes couverts végétaux, au moins pour assurer la levée et la prise en biomasse dans les premières semaines. Autre service apporté par les couverts végétaux dont on peut discuter, c'est la gestion des adventices. On a regardé un petit peu quels couverts végétaux étaient capables de mieux étouffer les adventices. Alors là, vous avez une photo assez illustrative, où vous avez à gauche une moutarde que vous avez reconnue, et à droite, contrairement à ce que vous pouvez croire, ce n'est pas un couvert, mais c'est des repousses de fausses roquettes, donc une adventice. Et dessous, vous avez un couvert de gesse. Évidemment, la moutarde et la gesse ont été semées dans les mêmes conditions, le même jour, au même moment, la même préparation de sol, et évidemment le même climat. On voit ici très bien le pouvoir, j'allais dire herbicide, hein, de la moutarde, qui a complètement étouffé la fausse roquette, alors que la gesse, elle, comme elle pousse lentement, elle n'a pas été capable. Bon, soit dit en passant, c'est pas grave non plus d'avoir ce couvert spontané de fausses roquettes, hein, ça fait justement aussi un très joli couvert, mais c'est pour vous illustrer que si votre objectif est aussi de maîtriser les mauvaises herbes, le choix des couverts va être très important. Et donc, on a classifié un petit peu, sur ce graphique, la capacité des couverts végétaux à réguler les adventices. Vous avez ici la biomasse des adventices en fonction de la biomasse des couverts végétaux. Vous voyez que vous avez ici des couverts végétaux dans le rond vert qui sont capables de réguler la biomasse des adventices sans pour autant eux-mêmes avoir des biomasses excessives. Vous voyez qu'on est autour de 2 tonnes, 2 tonnes 5 de matière sèche à l'hectare. On retrouve d'ailleurs, c'est pas un hasard, beaucoup de crucifères parce que, hop, elles sont capables d'étouffer rapidement. Et puis vous avez ici dans le rond bleu
des couverts végétaux qui sont déjà moins efficaces pour limiter les adventices et qui ont besoin de plus de biomasse pour rendre ces services. Et puis, vous avez des couverts végétaux qui sont, voilà, parce que c'est des légumineuses seules, parce qu'ils mettent du temps à se développer, etc., qui n'ont pas cette efficacité-là. Une autre illustration, c'est toujours le pouvoir désherbant, si je peux m'exprimer ainsi, du radis chinois, par exemple. Là, c'était des couverts de radis chinois qui ont gelé. Et ça, c'est une photo prise 3 semaines, 1 mois après la destruction par le gel du radis chinois. Et sur la gauche, vous avez d'autres couverts, et notamment un enherbement important de Véronique qui y avait. Vous voyez que le radis, il a fait un effet mulch et qui tient longtemps après sa destruction. Donc ça, c'est intéressant, notamment dans des stratégies de limitation du travail du sol. Et là, l'agriculteur s'est permis d'essayer un semi-direct de maïs, avec pas de travail du sol, juste sur ces modalités-là. Donc voilà, on a des choses assez intéressantes aussi de ce point de vue-là. Tout comme les mélanges si les mélanges ne sont pas judicieusement choisis, on n'a pas forcément plus de biomasse en mélange qu'avec des espèces en pur. C'est exactement la même chose pour le contrôle des mauvaises herbes. C'est ce que vous illustre ce graphique-là. On peut avoir plus de mauvaises herbes dans un mélange que dans une espèce en pur. Ça dépend vraiment de la qualité de ce mélange. Dernier service que je voulais vous montrer, ce qui est la lutte contre l'érosion, qui est quelque chose d'important, notamment dans un contexte où on a des phénomènes pluvieux très intenses. Là, c'est un exemple chez Pierre Albouy, qui est un agriculteur qui est installé à Fort-Calquier, dans un sol sableux, dans un sol en pente, dans un sol sensible à l'érosion. Et c'est une photo d'un couvert végétal qu'il a fait. Et pour être plus précis, c'est un sursemis d'un couvert annuel d'herse, de radis, d'avoine, dans des repousses de luzerne, parce que l'agriculteur est dans une stratégie de couvert semi-permanent, c'est-à-dire qu'il a une luzerne qu'il entretient, qu'il essaye d'entretenir vivante dans sa rotation. Très faible biomasse, on pourrait dire, ou faible biomasse, 0,7 tonnes de matière sèche à l'hectare en sortie d'hiver, ou même en entrée d'hiver plutôt. Mais ça suffit complètement à éviter l'érosion, alors qu'on a eu, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, un hiver avec 500 mm de pluie et plusieurs journées, au moins 2 journées à plus de 100 mm de pluie. Donc en fait, là, l'objectif de l'agriculteur, il est très, très attentif à son sol et à l'érosion. L'objectif de l'agriculteur, c'était vraiment de contenir l'érosion. Et vous voyez qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir des biomasses à tomber de la chaise si on veut contenir l'érosion. Et puis j'en terminerai par des pistes de travail qui vont nous occuper, nous passionner les prochaines années. On travaille de plus en plus sur la complémentarité entre l'élevage et la conservation des sols, puisqu'on a tout un tas d'agriculteurs qui sont dans des dynamiques de réduction du travail du sol. Alors, qui dit réduction du travail du sol en bio, dit évidemment, ça pose des problèmes nouveaux concernant les adventices. Et puis, ça pose aussi des problèmes concernant la minéralisation du sol, c'est-à-dire qu'on va ralentir les dynamiques de minéralisation du sol. Alors, autant ce n'est pas forcément gênant à l'automne, parce que souvent, on n'a pas de culture implantée ou alors des cultures qui sont à des stades très jeunes, qui n'ont pas des besoins en azote importants. Autant sur des cultures de printemps qui ont besoin de démarrer vite, ça peut poser souci. Donc, on est en train de toucher du doigt l'intérêt d'avoir une destruction par du pâturage, alors tout ou partie de la destruction d'un couvert par du pâturage qui va permettre d'accélérer les cycles de minéralisation des couverts végétaux et donc d'accélérer la dégradation des couverts végétaux, puisque vous allez transformer des végétaux qui vont se dégrader plus ou moins facilement en crottes ou en bousses qui, elles, vont être, dont les nutriments, notamment l'azote, vont être facilement assimilables par les cultures. Et 2 autres pistes qu'on travaille. Vous avez compris que c'était compliqué dans des climats hydriquement contraints de semer des couverts végétaux annuels tous les ans. Donc, il faut qu'on se penche sur d'autres stratégies. La première stratégie que vous voyez dans la gauche, c'est de semer le couvert végétal en même temps que la culture. Donc là, vous avez une illustration de ce qu'on fait avec le lycée agricole de Valabre. On sème 2 rangs de blé, 1 rang de févrole, 2 rangs de blé, 1 rang de févrole. Tout ça est semé au GPS RTK et on vient détruire la févrole. C'est la photo du dessous en la binant. Donc ça permet à la févrole, d'abord on a un effet binage qui est intéressant pour la régulation des mauvaises herbes. Ça permet ensuite de détruire une févrole qui va apporter de l'azote au blé en cours de culture.
Et puis, vous avez la partie sur la droite, la partie des couverts que j'ai déjà évoquée avec l'exemple sur l'érosion, la partie sur les couverts semi-permanents, où on laisse finalement nos luzernes, on essaye de gérer une luzerne vivante dans la rotation, ce qui évidemment est loin d'être évident en bio, et Régis nous proposera juste après des solutions très innovantes en la matière. Donc effectivement, aujourd'hui, on s'intéresse aux couverts permanents en agriculture biologique. Ce qu'il faut avoir en tête dans un premier temps, c'est que aujourd'hui, sans technique de maîtrise du couvert, j'estime qu'il est hasardeux de se lancer dans cette technique parce que les chances d'échec sont plus nombreuses que les chances de réussite. Donc l'idée de ce qu'on vous propose là, c'est d'avoir un système qui permette de maîtriser le couvert permanent. C'est une démarche qui intéresse beaucoup d'agriculteurs, mais peu osent le faire, et à juste titre, pour les raisons que je viens de vous donner, parce qu'on n'a pas de moyens de contrôle du couvert, ou des moyens de contrôle qui sont insatisfaisants. La grosse crainte, c'est que le couvert prenne le dessus sur les cultures qu'on cherche à produire, et c'est souvent le cas lorsqu'on a des cultures, des couverts qui sont un peu puissants, comme de la luzerne. Il y a effectivement un manque de référence sur ce genre de technique. Et puis, il y a encore beaucoup d'expérimentations à mettre en place pour essayer de comprendre, pour essayer d'optimiser un petit peu ces systèmes-là. Donc, je vais vous présenter le principe de base. Comment on fait d'un point de vue pratique dans nos essais du Tarn. Je vais vous présenter également quelques résultats, quelques infos aussi. Et puis, comme on vient de le faire avec Mathieu, on aura une séquence de questions-réponses à la fin de cette présentation. Donc le principe de base, mais en fait on va essayer on va pas essayer, on va réussir avec des technologies de guidage d'implanter un couvert qu'on va appeler multiservice, pérenne, donc pour fixer l'azote, pour fixation d'azote qui va servir à alimenter les cultures en azote, de créer une compétition vis-à-vis des adventices, de lutter contre l'érosion, d'améliorer la biodiversité, à la fois dans la parcelle, mais aussi dans le sol. Donc ça, c'est un peu un rappel de ce qu'a dit Mathieu tout à l'heure sur les effets positifs des couverts. Donc l'idée, c'est de séparer les espèces dans l'espace d'une parcelle en utilisant pour ça des technologies de guidage. Et l'objectif de ces technologies de guidage, c'est de se donner les moyens de maîtriser la croissance du couvert pour éviter sa compétition sur la culture que l'on cherche à produire, qui peuvent être du blé, du tournesol, du colza et d'autres. Et donc, on va essayer de profiter au maximum des services générés par les couverts. Ça, c'est le premier objectif, mais aussi de réduire le travail du sol. Mais j'insiste, pas forcément le supprimer, parce qu'aujourd'hui, se lancer dans le semi-direct en agriculture biologique, c'est aussi hasardeux que de pouvoir se lancer dans les semis de culture de couvert permanent. Autant on peut se passer du labour, mais de là à passer au semi-direct, je pense que on a encore beaucoup de travaux à réaliser pour se lancer dans la réussite de ce genre de technique. Donc, voilà, donc l'idée, c'est le principe agronomique de ce concept, c'est de géolocaliser nos lignes de couvert. Donc, par exemple, ce qu'on a fait nous dans le Tarn depuis 2016, c'est de semer de la luzerne avec un espacement de 30 cm et d'intercaler une culture au même moment que le semis de la luzerne, une culture de printemps qu'on a semé, par exemple, on a semé du tournesol à 60 cm. Alors, pourquoi on sème finalement ces rangs de luzerne en ligne et pas à la volée? Tout simplement parce que lorsqu'on va utiliser notre outil de maîtrise du couvert, en fait, le fait d'organiser une ligne de semis va nous permettre d'améliorer grandement l'efficacité sur la gestion du couvert. À chaque fois que je vais m'éloigner de la ligne de semis du couvert, en fait, ce sont des plantes que je ne vais pas pouvoir maîtriser par mon système de fauche du couvert, interligne, je vais vous présenter. Et donc, c'est autant de concurrence qu'on va avoir sur la culture que l'on cherche à produire. Et ça, c'est extrêmement important. Il faut peu de plantes de couvert pour avoir une pénalisation de la production de la culture que l'on cherche à produire. Donc, en interculture, après la récolte du tournesol, on laisse se développer la luzerne pour capter de l'azote
couvrir le sol pour tous les bénéfices qu'on a évoqués tout à l'heure. À l'automne suivant, on va venir semer une autre culture d'intérêt qu'on va intercaler entre nos rangs de luzerne tous les 30 cm. Et donc, pour faire ça, on va réutiliser notre système de guidage RTK pour garantir un maximum de précision du placement des graines dans notre espace. Donc, quelques photos pour vous montrer un petit peu d'un point de vue pratique qu'est-ce que ça donne, hein. Donc, par exemple, on a semé de plusieurs années nos couverts, hein. Certaines années, on a semé notre rang de luzerne sur la ligne de tournesol. C'est la photo que vous avez sur votre droite. Au centre, vous avez toujours du tournesol, mais on a placé 2 rangs de couverts à l'inter-rang de tournesol. Et puis, vous voyez que ça n'empêche pas forcément le lèvement du tournesol. On a des rendements qui sont un peu pénalisés, certes, mais qui sont encore convenables en agriculture biologique pour la culture de tournesol. Donc je précise là qu'on est en situation non irriguée. Dans tout ce que je vais présenter, il n'y a pas d'irrigation. Il n'y a pas non plus de fertilisation complémentaire organique. Donc voilà comment que ça se passe à l'automne. Donc on a récolté notre tournesol, on a broyé nos cannes de tournesol. Et 2 cas de figure. Vous voyez la photo en haut à gauche, en haut à droite, pardon. On a semé notre blé dans la luzerne. Vous voyez que la luzerne est toute, il n'y a plus de feuilles. La raison est extrêmement simple, c'est que on a eu un gel automnal qui a défolié la luzerne, et donc ça a forcé la luzerne à rentrer en sommeil végétatif pour passer l'hiver, en repos végétatif, et donc il n'y a pas de compétition du couvert sur la ligne de semis du blé. Deuxième cas de figure, il n'y a pas eu de gel hivernal encore, et là on sème dans la luzerne qui est toute verte, voire très haute, et on va attendre 2 ou 3 jours que la luzerne se relève suite au passage du semoir, et on va exercer un broyage ou un fauchage sur l'ensemble de la surface pour redonner de la lumière à la ligne de semis pour que le blé puisse se développer normalement. Alors, on fait le broyage après le semis, tout simplement parce que ça évite d'avoir un risque de bourrage lors du semis, puisque chaque tige est attachée au sol par définition, alors que si on fait un broyage avant le semis, on va avoir des résidus végétaux qui risquent d'être entraînés par le semoir et créer des bourrages. Donc là, c'est le semis 2019 avec l'outil Gaia. Donc on a fait un partenariat avec la société Comulch qui a bien voulu répondre à notre sollicitation de travailler ce sujet. Et donc on a des dents qui sont espacées de 30 cm qui nous servent à la fois pour semer le couvert et à la fois pour semer notre culture d'intérêt comme du blé, enfin comme une céréale, entre les rangs du couvert. Et pour se séparer des lignes, on va utiliser le guidage du tracteur RTK en utilisant un décalage de ligne de référence AB. Sur ce même outil, vous verrez plus tard qu'on va brancher des broyeurs interlignes qui vont nous permettre toujours avec le GPS, de venir maîtriser la croissance de notre couvert au profit de notre culture d'intérêt. Donc photo suivante. Donc voilà, donc typiquement, hein, on a semé notre blé et quelques jours après, on vient broyer notre luzerne. Ça fait un petit peu l'effet du gel. Ça force la luzerne à rentrer en repos végétatif à l'automne. Et donc cette luzerne va arrêter sa croissance pendant l'hiver et ça va empêcher une concurrence sur la culture d'intérêt. Voilà, donc pendant l'hiver, voilà, donc vous avez les lignes de luzerne et en alternance le blé qui lève, et donc il n'y a pas de compétition entre les deux cultures puisqu'elles ne sont pas sur le même emplacement géographique. Donc pendant l'hiver, le blé va être sans gêne pour pouvoir taler, puisque le couvert n'est pas en croissance. Et donc on a plutôt des bons talages, hein, parce qu'on a une fourniture d'azote par les résidus de culture qu'on aura broyés à l'automne. Et puis si on ne fait rien, effectivement le couvert va se développer fortement au printemps, et comme ce couvert est implanté bien avant
la céréale, eh bien, la concurrence va être très très forte, voire exagérée, et c'est pour ça qu'il faut qu'on se donne un moyen de maîtriser ce couvert. On a choisi comme outil de guidage le système par GPS RTK, parce que au bout d'un moment, lorsque vous avez la luzerne et le blé qui poussent en même temps, eh bien finalement vous avez une surface qui est intégralement verte, et donc qui vous empêche de vous guider par un système de caméra par exemple. Et donc, le broyage que l'on va procéder entre les rangs de notre blé, hein, il va avoir plusieurs effets. Hein. Premièrement, éviter la concurrence, éviter la consommation d'eau excessive, concurrence à la lumière, bien sûr, concurrence à l'eau. Si tu veux présenter la diapo suivante, hein, Pauline. Et donc, on va venir faire plusieurs broyages. Alors, ça peut être 2 ou 3 broyages du couvert entre les rangs. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'à chaque fois qu'on exerce un broyage sur notre couvert, pendant ce temps-là, notre blé continue sa croissance et on inverse les rôles. C'est-à-dire que c'est le blé qui devient compétitif sur la luzerne parce qu'il n'a pas été contraint par des fauches, alors que la luzerne, elle a été réduite. Et donc, elle se retrouve à l'ombre du blé. Et le besoin de broyage se fait de moins en moins sentir avec le temps. Donc vous avez des photos ici, et donc en l'absence de broyage hein, entre les rangs, à chaque fois on a eu un rendement égal à 0. C'est-à-dire qu'il n'y a que de la luzerne et il n'y a aucune culture, aucune récolte de la culture d'intérêt. Photo suivante, si tu veux bien. Donc on a effectivement testé un broyeur avec l'entreprise Ecomatch en 2019, où on a eu plutôt des bons résultats. Il y a eu quelques améliorations, on a travaillé sur 2 prototypes, et on est arrivé en 2020 avec un outil un peu plus complet. Donc c'est la photo suivante, où on a aujourd'hui un outil qui est sur le marché, qui nous permet d'exercer un broyage de précision entre les lignes de nos cultures d'intérêt pour maîtriser notre couvert. Donc c'est un outil qui est entraîné un entraînement électrique. Il y a une génératrice à l'avant du tracteur qui entraîne les moteurs électriques pour venir couper. Alors c'est vraiment couper, c'est pas broyer, hein, c'est couper les tiges de luzerne qui auront été au préalable géoréférencées. Et donc on va réutiliser la même ligne pour venir broyer couper la luzerne. Pardon. Alors on n'a pas eu de résultat en 2020 pour une simple raison, c'est que au mois de mars, on était, souvenez-vous, en début de confinement, il y a eu un moment de flottement sur les transports, et donc cette machine n'a pas été livrée à temps, et la nature n'a pas attendu, elle, et donc on s'est fait un peu dépasser par les couverts. On a pu la mettre en exercice dans nos cultures, et on a plutôt été satisfait du résultat, mais la concurrence précoce a été trop importante pour pouvoir tirer des conclusions satisfaisantes de l'essai de cette année. Diapo suivante. Donc voilà un petit peu ce que ça donne à la récolte. Vous avez sur la photo 2 cultures. Vous avez sur votre gauche du blé tendre et sur votre droite du blé dur. Après 2 broyages, et effectivement il reste quelques tiges de luzerne parce qu'on n'est pas 100% efficace sur la maîtrise du couvert malgré notre précision. Alors imaginez si on avait des plantes qui étaient positionnées de façon aléatoire dans l'espace, ça ne serait pas tout à fait la même figure que ça. Et donc là, on n'a pas eu de problème particulier pour récolter, mais on peut imaginer que lorsque le climat est très humide ou la culture pas très couvrante, on peut imaginer d'avoir des tiges de luzerne plus importantes que ça à la récolte. Et dans ce cas-là, on peut imaginer de faire ce qui se pratique de plus en plus fréquemment, ce sont des pré-fauchages pour faire sécher rapidement la feuille de luzerne et de reprendre avec un pick-up pour avoir une récolte le plus propre possible et sans partie verte dans la récolte. Diapo suivante, s'il te plaît, Pauline. Donc voilà d'autres images hein, dans des endroits où il y a un peu plus de luzerne.
mais finalement, voilà, on peut dans ce cas-là imaginer ce genre de technique. Je pense que les faucheuses sont de plus en plus utilisées, en particulier chez les bio. Donc voilà, ça c'est la même parcelle 2 mois après la récolte. Et donc la luzerne, on a redonné de la lumière à la luzerne et elle rejoue tout son rôle de produire de la biomasse, de couvrir le sol, de capter de l'azote. Et cet azote capté va servir à alimenter la culture qu'il y aura l'année prochaine. Donc la gestion du couvert en interculture, ça c'est pour moi important. Donc je vous l'ai dit, hein, capter de l'azote, ça c'est l'objectif principal. Maintenir une parcelle sans adventice. Il peut arriver qu'il y ait des adventices néanmoins. Hein. Donc on peut imaginer soit un broyage du couvert en interculture, soit un fauchage, soit un essimage à mi-hauteur. L'objectif, c'est d'éviter la grenaison d'adventices potentiels, parce que comme on ne travaille pas le sol, on va les remettre à la surface, dans un milieu où il y a beaucoup d'azote, et donc on peut potentiellement se faire dépasser par les adventices. Donc c'est important de gérer aussi les adventices dans son couvert. Et puis, autre technique aussi, comme on a géopositionné nos lignes de luzerne, eh bien, on peut envisager aussi des binages de notre luzerne pour l'aider à prendre le dessus sur les adventices. Image suivante, s'il te plaît, Pauline. Voilà, donc vous avez l'image d'une bineuse en action dans de la luzerne. Et on ne détruit pas, notre couvert, mais par contre, on aide cette luzerne à prendre le dessus sur les adventices. Ce n'est pas une obligation, mais c'est une possibilité. Voilà. Alors, en termes de résultats sur nos 4 premières années de test, donc en 2016, l'année où on a mis en place notre couvert, on a fait 12 quintaux de tournesol, ce qui n'est pas si mal que ça, ce qui est rendement moyen. Voilà, c'est dans le contexte pédoclimatique dans lequel on est. Hein, on est sur des sols de limon très battants, hydromorphes. Donc 12 quintaux en 2016 en bio, avec l'implantation de notre luzerne au même moment au semis. En 2017, donc à l'automne 2016, on a semé du blé. Donc on est en phase d'apprentissage. Hein, on a fait 2 broyages interlignes avec 14 quintaux par hectare à 12% de protéines. En 2018, on a remis du blé. On a fait 27 quintaux par hectare à 14% de protéines, qui est pas mal. Et puis en 2019, on a fait 40 quintaux de blé tendre à 11 œufs de protéines. Et on a fait 31 quintaux par hectare de blé dur à 13,3% de protéines. Tout ça sans aucun apport d'engrais organiques complémentaires. Et donc, ces résultats-là nous servent aussi à nous projeter, hein, parce que si ça sera refaire, enfin, ce qu'on fait aujourd'hui, on ne va pas refaire la même chose. Vous avez vu que le rendement du blé la première année n'est pas si élevé que ça, mais après réflexion, c'est complètement normal, puisqu'on est en première année du couvert, et donc la production de biomasse est faible, et donc les restitutions en azote sont faibles. Donc, si on peut schématiser la disponibilité en azote permise par le couvert, donc elle va crescendo d'année en année. Hein. Elle est un petit peu négative l'année d'implantation, parce qu'une luzerne, c'est aussi, en particulier à sa mise en place, un SIPAN, une culture qui piège les nitrates. Donc, c'est pour ça que c'est en négatif. Et puis, on s'aperçoit que la fourniture en azote augmente d'année en année. Et donc, ce qui nous fait penser qu'il faut mettre des rotations un petit peu à l'envers de ce qu'on a l'habitude de penser. Historiquement, on dit qu'il faut mettre des cultures fortement exigeantes après une légumineuse, et plus on s'éloigne de cette légumineuse, plus on va mettre des cultures de moins en moins exigeantes. Et bien là, c'est exactement le contraire. Puisque la fourniture en azote est faible en début de rotation, et bien on va d'abord commencer par des cultures faiblement exigeantes en azote, et plus on aura capitaliser de la biomasse et donc de l'azote en interculture, plus on pourra se permettre de mettre en place des cultures exigeantes en azote. Donc ce peut être de l'avoine, ça peut être de l'orge en première année, ça peut être en deuxième année du blé tendre, ça peut être en troisième année du blé dur ou des blés de force par exemple. Et puis lorsqu'on décide lorsqu'on considère que notre couvert ne remplit plus son service,
bien, on va procéder à sa destruction. Et donc, on va avoir à nouveau un pic de minéralisation, un pic de fourniture en azote. Et là, on va pouvoir mettre encore une fois, après sa destruction de ce couvert, on va pouvoir mettre des cultures encore plus exigeantes en azote, type culture de printemps, maïs, sorgho, pourquoi pas un deuxième blélure, qui sont des cultures exigeantes en azote. Et puis plus on s'éloigne de la date de destruction du couvert, et bien à ce moment-là, on remettra des cultures moins exigeantes en azote. Et ça nous permet d'optimiser les fournitures en azote à l'échelle de notre système avec des couverts. Donc pour nous, les outils de base pour la réussite de ces couverts, hein, enfin de cette technique plutôt, c'est d'abord un tracteur autoguidé RTK, bien paramétré, j'insiste, bien paramétré. Ce n'est pas toujours le cas, hein, y compris avec un tracteur neuf. On en a fait à plusieurs reprises la meilleure expérience. Des outils qui sont bien adaptés et bien réglés. Donc si vous avez un RTK qui est bien réglé, mais que vous ne sentirez pas bien votre outil derrière votre tracteur, eh bien, vous allez avoir des écarts. Donc ça, il faut être extrêmement rigoureux là-dessus. Il faudra vous équiper d'un broyeur interligne. Alors, un outil type Hélicoupe de chez Comulch, mais peut-être qu'il y a d'autres projets qui sont en cours. Ça nécessite une grande rigueur, hein, dans les réglages, dans tous les outils. Ça nécessite de l'anticipation, ça nécessite, mais ça, le sens du compromis, je pense que tout bon agriculteur bio l'a en lui. Donc, alors, on a encore de questions sans réponse, hein, donc ça va nous nécessiter encore beaucoup d'expérimentation. Et donc, c'est donc un mariage de raison entre le machinisme et le numérique au service de l'agronomie pour une agroécologie forte et des filières fortes. Et on pense qu'il est envisageable de proposer des systèmes de production très novateurs pour l'agriculture biologique de demain. Et si on continue, je voulais vous faire un petit point sur des projets qui sont en cours, hein, ou en réflexion. Donc, on a essayé d'autres outils, hein. On a essayé le Relais NSEM au printemps dernier, en attendant l'arrivée du broyeur Comulch. Bon, faut être honnête, ça a été un échec. Ça paraît pas mal les 3 premiers jours, mais quand vous revenez 8 jours après, vous n'êtes pas en mesure de savoir où est-ce que vous êtes passé la première fois. Donc c'est pour ça que la maîtrise un peu violente par une fauche nous paraît extrêmement importante. Je pense que l'utilisation de rouleaux FACA en interligne n'est pas efficace sur les espèces à tige pleine, telles que la luzerne, mais par contre relativement efficace sur des espèces à tige creuse, comme de la févrole ou comme de l'avoine ou du seigle qui seraient très développés. Photo suivante, s'il te plaît, Pauline. Alors, vous posez peut-être la question, pourquoi on a réussi à faire 3 années de suite de blé et on aurait pu en faire 4 ou 5, tout en étant en règle avec le cahier des charges de l'agriculture biologique. Donc après consultation d'EcoCert, hein, est-ce qu'on peut faire plus de 2 années de culture, de même culture? La réponse est non, et ça n'a pas changé. Sauf qu'il faut savoir qu'il y a un statut particulier pour les cultures associées, et qui nous permettent de ne pas avoir de limite d'utilisation des cultures associées dans le temps. Donc, il est possible de faire, entre guillemets, une monoculture de blé dans un couvert de luzerne, en respectant 2 autres conditions, hein. Il ne faut pas apporter d'azote dans les cultures et dans le couvert. C'est ce qu'on a fait. Et puis cette association doit s'inscrire dans une rotation à l'échelle de l'exploitation. Et ça me paraît aussi important. Il serait dangereux de proposer et de mettre en place ce système-là sur l'intégralité de son exploitation. Je pense qu'il faut respecter des périodes d'absence de couverts périns. Ça n'empêche pas de faire des couverts d'autres espèces, mais ou d'autres espèces de légumineuses en particulier, pour éviter des risques de parasitisme potentiel. Je dis bien potentiel, on n'en est pas sûr, mais c'est peut-être un principe de précaution. Donc voilà, c'est possible de faire plusieurs cultures de blé dans un système avec des couverts permanents. Alors j'ai recensé ici, c'était un exercice intéressant, de tous les projets qui sont en cours de réflexion, qui sont déjà en place en France,
Donc, vous voyez que la liste commence à être intéressante. On retrouve les chambres d'agriculture, on retrouve les lycées agricoles en région centre. On a des projets avec l'ISARA de Lyon, on a des projets avec Agribio 04. Je sais qu'il y a un projet entre les CUMA ouest de Normandie et Unilassal Beauvais. L'ITEPMAI s'intéresse ici également à ce genre de technique. Et puis les étoiles que vous voyez, ce sont des agriculteurs qui se lancent dans cette technique. Et donc, si vous avez des projets, si ça vous intéresse, vous pouvez vous rapprocher de nous pour qu'on en discute, pour qu'on vous mette en relation avec d'autres personnes ou pour vous accompagner dans ce type de technique. Vous pouvez nous suivre également. Alors, on a créé une petite page Facebook dédiée au couvert permanent en agriculture biologique. Donc, vous avez l'adresse. Alors, c'est une petite page qui fonctionne bien. C'est dédié uniquement à cette technique-là. Hein, il n'y a rien d'autre. Et aujourd'hui, on a plus de 850 abonnés dans 25 pays différents. Ce que je considère pas mal pour un petit sujet comme ça. Et puis, selon la situation sanitaire du printemps prochain, on vous invitera à une démonstration de fauche interligne et puis de voir les essais qu'on réalise sur cette thématique, encore une fois, en fonction des conditions sanitaires du moment. Mais ça sera annoncé sur notre page Facebook. On vous remercie à tous de votre présence et on espère donc que ça vous a intéressé, que ça vous a plu. Et on vous dit à très bientôt, peut-être pour un prochain webinaire. Merci à tous et au revoir.